C'est au début de l'été de 1992 que je commençais à enseigner à 8 étudiants divisés en 4 groupes répartis sur une journée. La plupart d'entre eux avaient déjà une autre formation en massage dans une autre technique. Mon devoir était ainsi simplifié car ces personnes avaient déjà le sens du toucher thérapeutique développé. Après quelques cours, la direction du collège me demandait, dans la mesure du possible, d'enseigner davantage de mouvements par le son, étant donné que mes étudiants connaissaient déjà d'autres techniques. Pour Myriam et Robert, le perfectionnisme n'était pas une exigence de leur collège, et ils ne voyaient pas la nécessité de s'attarder sur ce qu'ils avaient tendance à considérer comme des détails. Sans doute que pour les citoyens québécois, leur demande aurait été tout à fait normale, et qu'après tout, plus vite on en aurait terminé avec ce groupe, plus vite on aurait pu recommencer avec un autre. Mais même si je possède aujourd'hui la citoyenneté canadienne, mon cœur et mon état d'esprit, eux, sont toujours restés suisses au plus haut degré. Et mes devises sont aussi restées les mêmes. Franc, fier, fort, fidèle. Venir demander à un perfectionniste de n'enseigner que les bases fondamentales de sa profession, c'est un peu comme demander à un joueur de hockey canadien de venir s'associer à l'équipe suisse uniquement pour ravitailler en boisson rafraîchissante les joueurs assis sur le banc. Je ne pouvais donc accepter leur demande et leur fis comprendre que la qualité de mon massage, s'il était bien enseigné, serait désormais un atout 5 étoiles, autant pour le Collège canadien que pour moi-même. Mais en revanche, si les praticiens fraîchement sortis du collège devaient décevoir le public montréalais avec le massage suisse, le privilège qu'avait alors le Collège canadien d'être associé à la seule institution à enseigner ma technique n'aurait en fait servi à rien. Lorsque j'eus terminé mon enseignement avec ce groupe, le collège allait à nouveau me proposer un défi aux limites du ridicule. Durant une fin de semaine, ils me demandaient de bien vouloir enseigner ma technique à 2 de leurs meilleurs étudiants. Ce que le 90% des élèves avaient de la difficulté à apprendre en 10 leçons, ces 2 phénomènes, eux, auraient dû le maîtriser seulement en 2 jours. Après avoir demandé à Robert si ces 2 étudiants possédaient un ordinateur à la place du cerveau, il réalisait effectivement que cette expérience n'aurait pu porter ses fruits. J'avais sans doute changé de collège canadien, mais autant la direction de l'un comme de l'autre était plus intéressée à la rentabilité que par la qualité de leurs enseignements. En résumé, mis à part cette incitation à accélérer mon enseignement de la part de la direction, j'avais éprouvé beaucoup de plaisir durant cette première session. Les prochains cours devant avoir lieu l'automne suivant, j'allais devoir faire preuve de patience. En attendant, j'allais changer ma blouse blanche contre mes salopettes bleues et en changeant de travail, consacrer la majeure partie de mes activités professionnelles en compagnie de Marcella. Paysagiste durant la semaine et auricologue les fins de semaine, mes activités étaient maintenant suffisantes pour nous permettre de vivre décemment. Si durant les 7 premières années de notre vie commune, Francine avait assuré la base des fonds nécessaires à notre famille, désormais c'était moi qui prenais le relais. Et lorsque mes revenus n'étaient pas encore suffisants, je demandais à maman de me faire parvenir mes primes d'assurance invalidité. Notre loyer avait passé de 500 sur la rue Montreuil à 700 $ sur la rue de Pélissier. Nous aimions beaucoup notre maison et nous nous donnions à 100% pour assurer ses paiements.
Marchand au Canada. En septembre 1992, nous allions avoir le plaisir de recevoir des membres de ma famille, que j'aimais beaucoup. Pierre Marchand, le cousin de maman, arrivait de Suisse accompagné de son épouse Trudy et de leurs 2 enfants, Fabienne et Pierre-Olivier. Le but de leur voyage était de découvrir le Québec et une partie de l'Ontario. Pierre Marchand, tout comme Bon Sainte-Crie, avait un grand sens de l'humour et savait prendre la vie du bon côté. Son épouse Trudy était elle aussi enjouée et agréable de contact. Leur fils aîné, Pierre-Olivier, était l'opposé de ses parents, de nature assez timide. Mais lorsque l'on se mettait à bavarder avec lui, on découvrait un jeune homme à la fois instruit et avec qui il était très agréable de parler. Quant à Fabienne, je la trouvais à la fois distinguée et ravissante, pour ne pas dire attirante. Passionnée de photographie, elle allait faire plus de 400 photos durant ses vacances de 1992. Pour leur éviter des dépenses inutiles, nous partageâmes notre demeure avant de quitter la région quelques jours plus tard. Pour ma part, je n'avais eu aucune difficulté à obtenir un congé de la part de Marcella durant leur présence parmi nous. Au préalable, Pierre m'avait demandé de bien vouloir réserver un minibus en son nom. De cette façon, il fut très agréable de voyager tous ensemble sur une distance d'environ 4000 kilomètres. Après leur avoir fait découvrir les plus beaux lacs de notre région de l'Outaouais, nous allâmes visiter le site à la fois touristique et historique de Upper Canada Village. Situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, à environ 100 km d'Ottawa, ce site est en fait un village que les premiers colons avaient bâti lors de la naissance du Haut-Canada. Durant notre visite, forgerons, meuniers, institutrices, agriculteurs, fileuses, ferronniers d'art et menuisiers étaient à l'œuvre dans leurs commerces respectifs. Ce retour vers le passé nous permettait de voir et de comprendre comment vivaient les premiers colons venus d'Europe dans les années 1600. Le lendemain, nous prenions la route en direction de Toronto. Après avoir passé la ville de Kingston, nous proposâmes à nos invités d'aller faire une modeste croisière sur le fleuve Saint-Laurent afin de découvrir l'un des attraits touristiques les plus populaires, les 1000 îles. Cette quantité d'innombrables îles minuscules ont été achetées aux Amérindiens par les premiers colonisateurs avec des tonneaux de rhum et quelques fusils. Elles représentent en quelque sorte la frontière entre le Canada et les États-Unis. La plupart des îles sont des propriétés privées et ne contiennent souvent qu'une seule maison. Où est la frontière exactement? Cette île est-elle propriété canadienne ou américaine? Autant de questions rendent intéressante cette mini-croisière des 1000 îles. Une fois arrivés à Toronto, nous allâmes admirer la vue de la métropole canadienne depuis l'un des 3 plus hauts édifices au monde, la tour du Canadien national. 2,5 fois plus haut que la tour Eiffel, ce monstre de béton, lorsque l'on atteint son point culminant, nous incite à réfléchir. L'homme, lorsque tout va bien pour lui, est capable de relever les défis les plus incroyables, allant même jusqu'à défier les lois de la physique et même de la nature. Pourtant, cette même nature, lorsqu'elle se met en colère, fait très vite comprendre à l'homme qu'il n'est en somme qu'une poussière dans l'univers. Du haut de ses 800 mètres, l'imposante tour du CN domine Toronto et permet à ses visiteurs, certains jours, de voir les chutes du Niagara, à plus de 100 kilomètres. Mais si un jour la nature devait décider de modifier la structure du sol de la ville, je ne voudrais pour rien au monde me trouver à ce moment-là en train d'admirer la vue du haut de la tour, et même dans les kilomètres avoisinants. Car même si elle a été conçue pour résister aux vents les plus violents, si Mère Nature décide de coucher ce monstre, elle le fera aussi facilement que l'homme peut faucher un bouquet de marguerites.
Quelques heures plus tard, nous étions à Niagara Falls. Toute la famille Marchand savait au départ de Gatineau que la route allait être longue pour gagner ce haut lieu touristique, classé, comme chacun le sait, parmi les 7 merveilles du monde. Mais pour eux, incontestablement, les heures de trajet en valaient le détour. Ils avaient même attendu ce moment avec tellement d'intérêt qu'arrivés sur place, pour vraiment faire corps avec le Niagara, ils décidèrent d'embarquer à bord d'un bateau-mouche pour se rendre jusqu'au pied des chutes. Sur mon conseil, ils s'étaient préalablement déchaussés pour éviter à leurs souliers une douche magistrale due à la vapeur d'eau dégagée par les chutes. Après ce baptême naturel, nous visitâmes les musées et autres lieux d'attraction et de sensations extraordinaires pour touristes. Je dois avouer pour ma part que le musée des records Guinness est sans doute celui qui m'a le plus impressionné, avec ses reproductions en cire de différents personnages ayant marqué le XXe siècle. Le lendemain matin déjà, notre repas terminé, nous prenions la route du retour vers Gatineau. Comme nos visiteurs n'avaient que 2 semaines de vacances, il était de ce fait nécessaire, si l'on désirait leur faire voir tous les plus beaux endroits, de ne jamais nous attarder au long de notre parcours. Pierre Marchand était un passionné de musique folklorique. Il possédait un inventaire impressionnant de musiques diverses, principalement du folklore suisse et autrichien. Mais son ouverture d'esprit ne se limitait pas seulement à ce style. Pour cette raison, nos 3800 km de route commune ne manquèrent jamais d'agrément côté musical. Je suis forcé de reconnaître en toute sincérité que ces choix étaient vraiment de très bon goût et plaisaient à tout le monde. De retour à Gatineau, puisque nos visites aimaient la musique, nous les invitâmes à passer une soirée à la Ferme Rouge. Ce restaurant de campagne situé à 15 minutes à peine de Gatineau était un endroit rêvé pour passer une soirée à la fois gastronomique et divertissante. Son personnel était en effet très qualifié. Après avoir servi à manger la clientèle, tous les serveurs et serveuses se métamorphosèrent en chanteurs et chanteuses, danseurs et danseuses. Les rares journées de la semaine où le restaurant était fermé au public, le personnel prenait des cours de chant et de chorégraphie afin d'offrir à son futur public le meilleur des spectacles possibles.